Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver tous les matins. Les Français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Arnaud Robinet, maire de Reims, président de la Fédération hospitalière de France, membre d'Horizon, proche d'Édouard Philippe. Arnaud Robinet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Nous avons un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Le visage du succès, j'ai lu ça ce matin, le visage du succès. Sa jeunesse, à vos yeux, c'est un atout ou pas ? Moi, je salue la nomination de Gabriel Attal. C'est un homme politique qui aime la politique, qui aime les Français, qui fait ce qu'il dit. En tout cas, son passage, même si certains le considèrent éphémère au ministère de l'Éducation, a montré sa volonté d'agir, de transformer les choses. Maintenant, ça fait à peine 24 heures qu'il est nommé, donc laissons-lui le temps, on verra. Vous avez raison. Et puis, sur le sujet de la jeunesse, et à un moment, moi je préfère qu'on parle d'une jeunesse française et être dans notre situation, plutôt qu'être dans la situation des États-Unis où on va voir un combat d'octogénaires, une géronto-démocratie aux États-Unis. Ici, soyons fiers d'avoir une jeunesse qui prend les commandes du pays. Le parallèle est en effet intéressant. Arnaud Robinet, populaire, il l'est. Il l'est, notamment à droite. Oui, il l'est, mais pourquoi est-il populaire ? N'a-t-il pas pris que des décisions sur des sujets populaires ? Interdiction de l'abaya, harcèlement scolaire, niveau scolaire. Facile d'être populaire dans ces conditions. Oui, mais quand on gouverne, que ce soit au niveau national ou au niveau local, on a deux missions. La première mission, c'est s'occuper du quotidien de ses concitoyens et répondre à leurs attentes, bien évidemment. Le deuxième, c'est préparer l'avenir d'un territoire, l'avenir d'un pays pour les 5, 10 ou 15 prochaines années. Oui. Mais ce qu'a annoncé Gabriel Attal était attendu par les Français depuis longue date. C'est-à-dire que ce soit de droite, de gauche, du centre, les citoyens attendaient le retour à l'autorité, je dirais le respect de la laïcité et notamment une école plus forte, plus respectée. Il a eu le courage de le faire. Tant mieux. De l'engager, Arnaud Robinet. C'est peut-être Emmanuel Macron qui se réarme au passage et qui revient aux fondamentaux de 2017. Je ne sais pas si vous voyez la situation comme cela, mais je pose une autre question qui est essentielle dans ce régime très présidentiel. Qui préside, qui dirige ? C'est Emmanuel Macron. Quelle marge de manœuvre peut avoir Gabriel Attal? Pas plus qu'Elisabeth Borne, pas plus que ses prédécesseurs. On fait le procès à Emmanuel Macron de tout faire, d'être omniprésent. Mais quand on regarde de négliger le Parlement, pardon. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, cette critique a été faite à la quasi-totalité des présidents de la République, notamment et ceux de la 5e. Rappelez-vous Nicolas Sarkozy avec le terme de collaborateur en parlant de son premier ministre. Le fait c'est que notre régime il est comme ça. On a un régime qui est quasi présidentiel, monarchique, faut le dire. Enfin, je crois d'ailleurs, j'ai toujours que les Français ont eu du mal à accepter d'avoir coupé la tête du roi et notre 5e République est une République un peu monarchique. Je crois que le Parlement aujourd'hui, le vrai sujet du Parlement, c'est pas de mépriser le Parlement, c'est cette majorité relative. Et c'est ça qui est la vraie difficulté aujourd'hui pour le président de la République et pour le gouvernement, d'ailleurs, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, je tiens à saluer l'action d'Elisabeth Borne, qui a été une première ministre de combat et qui n'a pas eu une situation facile en portant de grands textes, migration ou même les retraites. Mais bref, aujourd'hui, j'espère que Gabriel Attal va s'affirmer, et je ne doute pas qu'il va le faire en tant que Premier ministre. Il va gouverner, c'est le rôle du Premier ministre et chef du gouvernement, être chef de la majorité. Le président doit donner des orientations, des objectifs. Moi, je vois plutôt un président, je vais pas utiliser la force tranquille, mais un président qui prend un peu plus de hauteur et un peu plus de recul. Bien, nous verrons. Resserrer le gouvernement, c'est l'objectif, mais chaque fois, c'est l'objectif annoncé, qui n'est pas suivi d'effet, bien souvent. Conseil des ministres vendredi, c'est ce que vous savez ? Vous pensez que le gouvernement sera connu avant vendredi ? Alors moi je n'ai pas d'infos précises, je suis pas dans les petits papiers, mais ce que je peux entendre ou lire ou écouter, c'est que un gouvernement sera annoncé d'ici la fin de semaine. Votre téléphone sonne quand même régulièrement. Mon téléphone sonne régulièrement, heureusement j'ai beaucoup d'amis. Heureusement, je n'ai pas eu d'appel de... Pour l'instant, pas d'appel de Gabriel Attal pour être ministre de la Santé. Non, je n'ai pas eu d'appel, non. Vous aimeriez ?
Moi, j'ai toujours dit que, vous savez, dans le parcours qui est le mien, qui ne s'est pas programmé pour faire de la politique, j'ai le bonheur et la chance d'être le maire de Reims. J'ai pu exercer tous les mandats locaux et je me suis jamais caché de dire que m'investir pour mon pays, oui, voilà, je ne m'en cache pas, bien évidemment. Oui, vous aimeriez être ministre de la Santé. Le message est passé. Non, j'ai pas dit que je voudrais être ministre de la Santé. Vous savez, on ne se décrète pas ministre. Après, on ne se décrète pas ministre, mais enfin. Après, non, j'ai toujours dit, voilà, que on a des ambitions. J'ai des ambitions. Naturel. Et vous savez, il faut les assumer. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent, vous savez, non, moi, je ne cherche pas, j'en rêve pas quand je me rase le matin, etc. Je crois qu'il faut être franc quand on fait de la politique. Quand on aime s'investir, je fais maintenant depuis 20 ans en tant qu'élu local. Je m'investis pour ma ville et j'aime ce que je fais. À la Fédération hospitalière de France également en tant que président. On parlait de l'état de l'hôpital. Derrière, je me dis, voilà, servir son pays, c'est aussi une belle chose. Bien. Agnès Firmin-Lebaudot, qui est proche aussi. Oui, qui est une amie, est en charge de la santé, ministre par intérim. Il y a quelques jours, on est le 10, il y a 6 jours, elle était à l'Institut Jérôme Lejeune, centre de recherche spécialisé dans la trisomie 21. Mais c'est une fondation qui milite aussi contre l'IVG et contre l'euthanasie. C'est une faute politique. Est-ce qu'elle a commis une faute politique ? Il faut bien faire le distinguo entre la fondation et l'Institut, qui sont deux choses totalement différentes. Mais pour le commun des mortels, dès qu'on parle de la fondation Lejeune, finance l'Institut. On parle de Lejeune, on parle bien évidemment de celles et ceux qui se mobilisent contre l'IVG notamment. Voilà, est-ce que c'est de sa faute, de son entourage ? Non, c'est pas de sa faute. Est-ce que c'est une faute politique ? Elle aurait pu, je le dis, elle aurait peut-être pu aller visiter une autre institution. Bon, d'accord. Dites-moi, pour l'instant, aucune réaction d'Édouard Philippe. Pourquoi ? À la nomination de Gabriel Attal ? Non, Édouard Philippe n'a pas réagi pour l'instant. Enfin, comme il a eu une déclaration dans la PQR, il me semble, en disant que voilà, il a respecté le choix du président de la République, qu'il n'avait pas été consulté, on ne lui avait pas demandé son avis. D'ailleurs, je crois que Gabriel Attal a rendu hommage à Édouard Philippe hier lors de son discours, lors de la passation de pouvoir. Ce sont deux hommes qui se connaissent. Et je crois que, en tout cas, le groupe Horizon à l'Assemblée nationale et Horizon aura à cœur de travailler avec Gabriel Attal. C'est du discours convenu. Non, pas du discours convenu, parce que je crois qu'aujourd'hui, le vrai... Jean-Jacques Bourdin, je crois que le vrai sujet aujourd'hui, vous savez... Il a voté contre le gouvernement. Il reste 3 ans de mandat. Le vrai sujet, c'est est-ce que l'on veut ou non à une confrontation extrême droite, extrême gauche en 2027. Je crois que ce qu'on attend en tant que citoyen français, c'est la réussite de la France. Donc Horizon fait partie de la majorité. On soutiendra le gouvernement de Gabriel Attal. Et après, sur des questions de 2027, je crois que c'est pas ce qui intéresse les Français aujourd'hui. Gabriel Attal, qui devient-il, je vous pose la question, un rival supplémentaire pour Édouard Philippe ? Je ne sais pas si on peut parler de rivalité. Je crois qu'ils sont plusieurs aujourd'hui sur la ligne de départ ou vouloir être sur la ligne de départ. On peut parler de Gérald Darmanin, on peut parler de Bruno Le Maire. Gabriel Attal aujourd'hui est Premier ministre. Je crois que la tâche qui lui incombe est immense. Il pourra compter sur l'ensemble des membres de la majorité présidentielle. Après, maintenant, Édouard Philippe n'a pas caché ses intentions de vouloir être candidat à 2027. Il faut aussi préparer. Il faut préparer un programme. Il faut préparer un programme à la rencontre des Français. Mais vous savez, je le dis. Moi, je vois à Reims. Aujourd'hui, personne ne me parle de 2027. En fait, les Français me parlent de quoi, les Rémois ? C'est immigration, insécurité, inflation, donc pouvoir d'achat. Voilà, c'est ce qui intéresse les Français. Je vais vous parler d'immigration, de pouvoir d'achat, mais est-ce que Gabriel Attal doit demander la confiance du Parlement ? Alors, il a cette possibilité. J'ai vu que tous les premiers ministres, sauf Elisabeth Borne, qui ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Après, alors, j'ai vu que certains de LFI l'exigeaient. Après, je sais pas. Franchement, là, je le dis clairement, en toute transparence, j'ai pas forcément d'avis sur le sujet. Je crois qu'on a un président de la République qui a été élu en 2022. Il nomme un Premier ministre qui va nommer un gouvernement. Après, il y aura toute liberté pour les oppositions, si elles le souhaitent, de déposer diverses motions de censure ou autres, comme ils ont l'habitude de le faire depuis maintenant 1 an et demi. On verra, voilà. Mais aujourd'hui, laissons Gabriel Attal travailler, donnons-lui cette chance. On a la chance d'avoir un jeune Premier ministre, plein d'énergie, allons-y. J'emmène avec moi la cause de l'école, a-t-il dit hier. On ne sait pas qui va lui succéder à l'Éducation nationale, mais dans tous les cas, il ne va pas cumuler les fonctions.
Premier ministre, je rappelle que, allez, on l'a cité, oui. Raymond Barre avait cumulé les fonctions. Exact. Édouard Philippe a cumulé pendant un moment 2 fonctions au départ du ministre Collomb. Non, moi je pense qu'en tout cas il en a fait un axe prioritaire. D'ailleurs, c'est un point commun avec Édouard Philippe. L'éducation, l'école est une priorité si on veut ramener aussi une autorité et si on veut refonder notre société. Donc non, je pense que il nommera un ministre ou une ministre de l'éducation qui, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il puisse garder les deux. C'est pas Bien. Qui trop embrasse mal les trains. Libérer notre potentiel français, c'est l'un de ses objectifs. C'est aussi l'objectif d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que la France vit dans un déclinisme que je qualifierais d'un peu fatigant? Moi, je veux vraiment profiter pour pousser un coup de gueule chez vous ce matin. Allez-y, parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre ce déclinisme, un peu ce French bashing à longueur de temps. Je prends l'exemple des JO. Quand on regarde, on entend un certain nombre de personnalités politiques ou autres ou syndicalistes, c'est les JO seront un échec, on ne sera pas prêt, etc. Mais les JO, c'est une chance pour la France. On va montrer ce que l'on sait faire, on va accueillir le monde, c'est une superbe vitrine. Moi, je souhaite la réussite des JO et ce sera une véritable réussite. Mais on entend des déclinistes partout, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, les extrêmes, etc. On a l'impression qu'ils font du déclinisme leur matelas électoral. Mince, on est dans un pays qui est énormément de richesses, énormément d'atouts. Il faut un peu se retrousser les manches. Et on peut pas tout demander à l'État. Il faut aussi prendre chacun ses responsabilités. Et je dis pour mes collègues élus locaux aussi, qui parfois ont trop tendance à demander à l'État. Donc voilà, on y va. On est une team France. Je vais pas reprendre l'expression du président de la République, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aller de l'avant, être optimiste, et qu'on arrête ce côté pessimiste. Être optimiste, oui, sauf que certains souffrent dans ce pays. Mais bien évidemment, vous avez vu toutes les enquêtes sur les étudiants, par exemple. Je suis entièrement d'accord. Le nombre d'étudiants qui ne mangent pas leur faim 20%. dans un pays comme la France, qui est un pays développé, qui est un grand pays. Est-ce acceptable, Jean-Jacques Bourdin, Robinet? Je suis d'accord avec vous. Le vrai sujet, la question que je vous pose, est-ce que c'est en ayant un discours pessimiste et décliniste à longueur de temps qu'on va résoudre les problèmes? Je ne le pense pas. C'est en ayant un discours justement plutôt positif en allant de l'avant. Mais bien sûr qu'il y a des positifs, mais quand avec on des voit actions, la réalité, il est parfois difficile d'être positif. Je vais vous parler de la réalité à l'hôpital. Oui. Vous la connaissez mieux que moi. Évidemment, vous êtes président. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai bien une cartographie de la situation de l'hôpital. Vous êtes président de la Fédération hospitalière de France, mais auparavant, la loi immigration, Conseil constitutionnel le 25 janvier, réforme de l'AME. Est-ce qu'il faut transformer l'AME en AMU? Il y a une promesse qui a été faite au LR de proposer un texte de loi dès ce mois de janvier. Sera-t-elle tenue? Doit-elle être tenue, cette promesse? Alors, je ne sais pas si le calendrier sera tenu au vu des évolutions et des changements. Une promesse peut ne pas être tenue. On va voir, c'est bon, on va déjà arriver mi-janvier. Nous, ce que nous avons demandé à la FHF, c'est d'être auditionnés. Nous avons d'ailleurs, j'ai mis en place au sein de la FHF une commission qui a travaillé sur le rapport de Claude Évin et de Monsieur Stefanini, donc de Patrick Stefanini. Et la FHF a une position. Quelle est la position de la Fédération hospitalière? Aujourd'hui, on ne dit pas qu'il ne faut pas retoucher ou réévaluer ou regarder ou faire évoluer l'AME, mais on dit attention, c'est un triple enjeu. Premièrement, il y a un enjeu déontologique. Oui. Vous n'allez pas dire à un médecin, qu'il soit hospitalier ou libéral, de refuser de prendre en charge quelqu'un. Et puis, il y a une question également financière. Parce que si on supprime l'AME ou si on le fait évoluer, qui va prendre en charge? Ce sont les hôpitaux, les établissements. Je rappelle juste que le déficit d'établissements publics a doublé en 2 ans pour atteindre le 1 milliard d'euros. Donc on va encore creuser le déficit des établissements de santé publique si on décide de supprimer ou de faire évoluer l'AME. Sur la question de l'urgence, comment on peut définir l'urgence d'un patient? Enfin, est-ce que vous allez demander à un médecin hospitalier ou à un autre de dire ah ben non, vous, votre situation, elle n'est pas forcément urgente, donc on ne vous prend pas. Non. Derrière, il faut sortir un peu de ce fantasme autour de l'AME. Je rappelle que l'AME, c'est à peine 0,5% du budget de la santé. Et une question de santé publique également. Et il serait intéressant, notamment chez les LR, qu'on regarde ce qui a été fait en Espagne, le rapport qui a été fait en 2012 et le retour d'une AME qui avait évolué, justement pour des questions de sécurité sanitaire et de santé publique. Donc l'AME,
peut évoluer, mais c'était une promesse politique faite par Elisabeth Borne. Il y a la promesse politique, mais il faut aussi la réalité être pragmatique. Et pragmatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une question déontologique, une question financière. Non, j'ai pas dit qu'on ne changeait pas la ME. J'ai dit qu'on peut la faire évoluer. On ne la supprime pas. Mais il ne faut surtout pas la supprimer, ce serait une faute sanitaire considérable. Avant de passer à l'hôpital, la fin de vie, est-ce qu'il faut 2 projets de loi distincts? L'un sur les soins palliatifs pour permettre l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est ça le vrai sujet. Mais oui. C'est que l'accès aux soins palliatifs n'est pas disponible ou n'est pas accessible sur tout le territoire français. Et je pense que c'est la première étape, c'est justement permettre l'accès aux soins palliatifs à tous les Français. Et autoriser l'aide active à mourir, vous êtes favorable ou pas? Encore une fois, je vais être totalement franc et pas avoir de langue de bois sur ce sujet. Moi, c'est un sujet très personnel. Allez-y. Un sujet très personnel, et je considère que l'on peut choisir. Quand dans une situation de réelle souffrance, on peut choisir soi-même de partir ou pas. Vous êtes favorable à l'aide active à mourir? Je pense que alors je suis déjà plutôt favorable aux soins, certaines conditions, mais je suis plutôt déjà favorable, et je le dis clairement, à l'évolution et à l'accès sur l'ensemble du territoire aux soins palliatifs. Non, mais ça, d'accord. Voilà. Et ensuite, comme c'est une question très personnelle, et moi je ne vois pas en quoi je déciderai en tant que responsable politique à une personne de dire Mais vous pouvez décider de lui permettre. De lui permettre. Et je suis demander une aide active à mourir. Je suis plutôt favorable à ce que l'on demande, que l'on puisse demander ce dispositif. Bien, le système de santé, l'hôpital, réarmement, régénération du système de santé, c'est indispensable. L'hôpital va-t-il mal? Le déficit se creuse, vous l'avez dit, l'hôpital public. Le Ségur de la santé n'est pas totalement financé. Arnaud Robinet, je regardais les dernières informations. Le chef des urgences de Laval qui démissionne, anime un patient qui passe plusieurs heures sur un matelas au sol. À Lyon-Sud, 91 ans, 36 heures sur un brancard. 84 ans, 24 heures sans un verre d'eau. À Saint-Nazaire, des urgences saturées. L'hôpital Georges Pompidou à Paris qui est obligé de faire appel aux dons pour financer un scanner nouvelle génération. Ça va mal à l'hôpital ou pas? Alors, en tout cas, l'hôpital est toujours présent, et moi je veux profiter de ma présence ici pour encore saluer l'engagement et l'investissement de tous les hospitaliers, parce que l'hôpital répond toujours présent, et on l'a vu durant la crise sanitaire et encore aujourd'hui. En période de fin d'année, l'hôpital est confronté, comme chaque année, à cette triple épidémie de Covid, de grippe, de bronchiolite, etc. Et on le voit aujourd'hui, notamment 8% des hospitalisations, des entrées aux urgences sont dues aux problèmes respiratoires, donc par rapport notamment à ces pathologies. La situation, elle est tendue. Bien évidemment qu'elle est tendue. Il faut pas dire le contraire. Et c'est pour ça d'ailleurs que à la FHF, nous demandons une vraie loi de programmation. C'est-à-dire qu'on arrête de réagir face à l'urgence. Mais au-delà de loi de programmation que les Français comprennent pas. C'est-à-dire que si, ils comprennent parce qu'on en parle. Allez-y. On en parle. Vous demandez quoi concrètement? Mais on demande des moyens, bien sûr, mais au-delà des moyens, parce que vous savez, moi je suis conscient d'une chose, c'est que l'argent public, l'argent du contribuable se fait de plus en plus rare. Oui. Et c'est-à-dire que dans cette loi qui donnerait une visibilité sur 5 ou 6 ans, avec des objectifs à atteindre, en disant voilà quels sont les objectifs, quels sont les moyens que l'on met en face, et nous derrière, hospitaliers, et je peux aussi peut-être le dire pour le privé, c'est-à-dire que, ok, on y va, et nous aussi on a des pistes d'efficience à proposer, d'économie, au sens noble du terme, pas de moins d'argent, mais en tout cas d'être beaucoup plus efficient, et on y va ensemble. Pourquoi? Parce que le problème de l'hôpital public et de la santé, c'est que chaque année, le budget est remis en cause avec le PLFSS et le fameux ONDAM. Oui. Et donc, on a une vision purement comptable de la santé. Mais la santé, c'est créateur de richesse, c'est de l'investissement. Oui. Et donc, on a besoin d'avoir une visibilité. Donc, vous demandez de l'argent, quoi. Non, oui, des objectifs, des moyens, mais nous, hospitaliers, acteurs du système de santé, on est aussi capable de proposer et d'être beaucoup plus efficient et de faire des économies également. De faire des économies, comment? C'est très simple. Je donne un exemple. On a fait des propositions et j'ai remis. Trop d'administratifs, pas assez de soignants, par exemple, dans les hôpitaux. C'est le reproche qu'on fait. Le reproche quand on regarde. Non, mais alors vous savez, sur ce sujet, quand on regarde le nombre d'administratifs dans le système de santé publique français, c'est là où il y en a le moins dans toutes les administrations françaises. Alors moi, je veux bien qu'on supprime les secrétaires médicaux et autres. Je suis pas sûr que les praticiens soient d'accord. Mais je dirais c'est un sujet à part. Non, mais le vrai sujet d'économie, moi, je vais vous en donner plein. C'est quand vous investissez dans un hôpital public. En termes d'économie d'énergie notamment.
Nous, on a des exemples précis qui montrent des centaines de milliers d'euros par établissement d'économie chaque année lorsqu'on investit, je dirais, dans le bâtimentaire, dans la rénovation énergétique. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a des pistes d'économie en termes de fonctionnement, non pas en termes de prise en charge des patients, mais en termes de fonctionnement. Donc, une loi de programmation à l'image. On a beaucoup parlé de la défense ces derniers jours, notamment du ministre, mais la défense a bien une loi de programmation votée par le Parlement sur une période de 5 ans. Ben, la santé, ça doit être la même chose. Doit être la même chose. Donc j'ai dit au gouvernement, chiche, allons-y. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail d'Aurore Berger, parce que nous travaillons avec Aurore Berger pour une loi de programmation sur le bien vieillir pour la prise en charge de nos aînés. Comme quoi c'est possible. C'est-à-dire c'est-à-dire que de la même manière, sur 5 ans, on se donne des objectifs bien précis de ce que doit être la société pour la prise en charge de nos aînés, l'évolution d'établissements publics, notamment des EHPAD, qu'ils soient publics ou privés, la question des structures d'hospitalisation à domicile, le nombre de recrutements et de formations, parce que le vrai sujet, dans le médico-social comme dans le sanitaire, c'est le recrutement, ce sont les ressources humaines. C'est le véritable enjeu. À l'hôpital, on a des difficultés pour recruter aujourd'hui ? On en a eu, mais on a, et d'ailleurs c'est le message que j'ai lancé à Aurélien Rousseau il y a quelques semaines et également à Elisabeth Borne, c'est ne cassons pas cette dynamique parce que 2023 est une année de reprise pour l'hôpital public en termes d'activité, mais également en termes d'attractivité et de recrutement. Moins de jours d'absentéisme et des recrutements qui ont été positifs, notamment chez les infirmières et aides-soignantes. Et à Reims, je termine sur Reims, puisque vous êtes maire de Reims, le nouvel hôpital, premier patient cet été ? On va inaugurer la phase 1 du nouvel hôpital courant mai, un magnifique hôpital qu'on a pu financer grâce au Ségur de la santé. C'est un exemple concret, en tout cas des avancées et de l'engagement du président de la République en termes de santé. C'est un exemple, il faut aller beaucoup plus loin. La santé est la priorité de nos concitoyens. Bien, Arnaud Robinet, on a compris que vous êtes très impliqué dans les affaires de santé. Merci d'être venu nous voir ce matin, il est 8h56. Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300 si vous voulez intervenir, si vous voulez réagir, si vous voulez nous raconter ce que vous vivez. Nous avons besoin de vous, alors appelez tout de suite après les informations. Nous nous retrouvons.